Ah mon Dieu! Pourtant, tu en parles, c'est quelque chose que tu mets en avant en disant la fameuse frange. J'en parle, mais quand j'avais 15 ans, j'étais à fond. Je crois que j'étais dans un personnage, mais j'y croyais quand même. Je voulais être un peu comme mes potes blanches avec les cheveux lisses, justement la frange. Je disais à tout le monde, j'écoute Bébé Brune, j'écoute, je sais plus ce que je disais, Arctic Monkeys, enfin bref, des trucs de rock, quoi. Drôle pour mourir, c'est le titre percutant du One Woman Show de notre invitée Mamary Munezero. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Comique Afrique. Merci de me recevoir. Alors ton humour mêle courage pour aborder donc des sujets percutants comme la santé mentale, aussi l'inceste que tu as vécu et les tabous qui se trouvent autour. Moi j'aimerais te poser cette question, comment tu as trouvé cette audace pour mettre en scène, en humour, ces sujets qui sont très tabous comme je l'ai dit? Je n'en sais rien. Je pense que c'est une partie d'inconscience, un petit peu. Et puis aussi, justement, dans les difficultés que j'ai pu vivre, je me suis rendu compte que me taire, ça me rendait pas service du tout, ça empirait ma santé mentale. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai appelé le spectacle Trop drôle pour mourir. C'est parce que parler et le faire par l'humour, en fait, ça me permet de survivre et de... Voilà. C'était ancré en soi parce que je pense que tu as vécu quand même des choses assez difficiles. Oui. Tu as commencé le stand-up il y a 6 ans. Oui. Il y a eu un facteur dessus, tu t'es dit... Pour commencer le stand-up, c'est ça. C'était un gros hasard. J'avais pour projet d'écrire un roman. Donc j'avais pris 1 an de pause dans mes études de pharmacie. Et en fait, je suis tombée sur des cours d'écriture de stand-up. Je ne savais pas qu'il y avait de l'écriture dans le stand-up. Et en fait, c'est une écriture qui m'a beaucoup plus plu que celle du roman parce que ça implique du partage, il y a quelque chose de plus direct. Et donc, j'ai tenté et j'ai jamais arrêté. Et l'humour, c'est très ancré dans ma famille. Je pense que c'est très ancré dans la culture noire en général. Et ma famille était très drôle, enfin, est toujours très drôle. Et donc, je me suis dit que c'était quelque chose de simple. Non, mais au moins de naturel. Et qu'est-ce que tu racontes dans Trop drôle pour mourir? C'est des sujets assez sensibles. Et pourquoi c'est important d'en parler, même en rigolant, on va dire? Alors, dans Trop drôle pour mourir, je raconte... je pars de mon hospitalisation en psychiatrie. Et en fait, j'essaye de raconter ce qui m'a amené là, ce que j'en ai appris après. Et je trouve ça important d'en parler parce que quand j'ai eu des problèmes de dépression, j'ai été très seule face à ça, que ce soit dans la communauté noire, mais même au-delà, où je trouvais peu de contenu en France qui en parlait. Et donc, je me suis dit, bon... ça n'existe pas encore, autant le faire pour humaniser les personnes qui vivent ce type de troubles, montrer que ça peut être moi aussi. Parce qu'en fait, je ne me reconnaissais pas dans les portraits que je pouvais voir. Il y avait des personnes qui abordaient les sujets de la dépression ou même des abus sexuels, mais dans des tons genre un peu comme 7 à 8 avec une petite musique très prostrée, tout ça. Et je comprends que ces personnes se sentent comme ça ou se présentent comme ça. Mais du coup, moi, je me disais, est-ce que j'ai vraiment un problème vu que je ne suis pas tout le temps dans cette énergie-là? Donc, j'avais envie de montrer en fait la pluralité des émotions, même chez les victimes, pour dire en fait on est des êtres humains et c'est pas parce qu'on n'est pas en larmes et à genoux qu'il faut pas nous croire. En tout cas, ça a touché beaucoup plus au-delà même des victimes. Tu as été le coup de cœur, le coup de projecteur de Sarah Lélé lorsqu'elle est passée dans cette émission-là. Que j'adore. On l'embrasse d'ailleurs. Et elle a choisi justement cette partie où, avant que tu commences le spectacle, tu fais un petit avertissement. En anglais, on appelle ça donc le trigger warning. Donc un avertissement pour prévenir que voilà, le spectacle va être assez touchy. Je te propose qu'on regarde cet extrait. Vraiment devoir faire des trigger warnings pendant des spectacles d'humour, c'est un vrai truc parce que généralement, c'est présenté par des gens qui ne sont pas humoristes. Donc, tu as une meuf de l'association des féministes du Vaucluse qui arrive sur scène et qui dit
Avant de démarrer le spectacle, nous souhaitons vous prévenir que l'artiste Mamaré va aborder les thèmes de l'inceste, de la psychiatrie et du génocide rwandais. Veuillez s'il vous plaît faire du bruit pour l'artiste Mamaré. Mais comment t'es arrivée cette idée-là? C'est vraiment parce que ça s'est déroulé ou L'idée de... Bah, en fait, donc j'avais mes sketchs sur mes sujets et en fait, moi, j'oublie souvent que moi, je suis à l'aise avec les sujets parce que j'en ai beaucoup parlé dans ma vie, en thérapie, avec des amis et tout ça, mais j'oublie... en fait, parfois que les personnes de l'organisation qui m'invitent, déjà ne sont pas humoristes, mais en plus, peut-être ne sont parfois pas si à l'aise que ça. Donc, ça ne m'est pas arrivé exactement comme ça, mais j'ai souvent eu des personnes qui lisaient des textes et qui avaient du mal quoi, à dire le mot et qui étaient gênées. Et en fait, je me voyais débarquer sur scène dans une ambiance où je me disais, mais je suis lancée comme ça. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je trouve une manière de m'annoncer moi-même pour mettre l'organisation un peu moins mal à l'aise. Quoi. Et est-ce que ça en dit long un peu de comment on perçoit le niveau de dépression, santé mentale, l'inceste? Oui. Est-ce que on a l'impression qu'on essaie un peu de le cacher ou dire oulala, là là, faut faire attention. Ouais. Comment tu le sens de cette manière-là d'avoir pu t'annoncer en tout cas? Bah, on sait pas comment en parler. C'est un mot qui fait peur un peu, genre comme Voldemort. Enfin, il y a un truc comme ça où on en parle tellement peu, on a l'impression... justement, même le fait de devoir faire des avertissements dès qu'on en parle, c'est comme si c'était une bombe qu'on lâchait ou une grenade, quoi. Et d'un coup, ça fait super peur aux gens, rien que de prononcer le mot. Ouais. Et c'est la force du tabou. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de faire de l'humour dessus et de donner des manières d'en parler pour que les gens soient un peu moins mal à l'aise avec ça et que ça devienne un sujet qu'on puisse aborder avec moins de gêne, quoi. Et en plus, à l'ère des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, la santé mentale, il y a eu un lever de tabou, en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu penses que c'est un effet de mode? Alors, est-ce que c'est un effet de mode Ou on est vraiment en train de mettre en place, en tout cas, un espace pour en parler on va dire que la parole se libère un peu plus lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, ou alors il y en a qui en prennent un peu, on l'a vu, il y a de nouveaux coachs, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Bah, il y a des deux. Hein. Je pense qu'il y a de la sincérité et une libération. Et à chaque fois que c'est le cas, il y a des marques ou des organisations qui en profitent pour faire comme s'y intéressaient. Là, la santé mentale, c'est supposé être la grande cause nationale 2025. On sait que la cause nationale avant ça, c'était les violences faites aux femmes. On a vu l'efficacité que ça a eu. On a eu Darmanin à la justice. Donc voilà, il y a toujours, comme ça, dans la popularisation d'un sujet, de l'hypocrisie et en même temps une forme de sincérité, parce que je sens quand même qu'il y a plus de ressources que quand j'avais 16 ans et que j'étais perdue, quoi. Donc voilà, il y a des avancées. C'est cool. On va parler un peu au côté familial. Oui. Alors, tu es née pendant le génocide rwandais et ta famille a dû fuir les massacres. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a marqué ton identité? Et puis même, est-ce que ça l'a marqué dans ton humour? Ça a marqué, je crois, profondément mon identité, surtout la notion de l'exil et de devoir... comment dire? Tout lâcher? Pas mériter... mériter d'être en vie. Il y a un truc comme ça de... Oui, tu te considères même survivante. Ouais, tu c'est ça. Beaucoup, oui. C'est ça. Et donc, il y a des choses... il y a un complexe du survivant qui existe, de personnes qui ont survécu à des événements traumatiques et qui se disent pourquoi moi? Et donc, il y a comme ça un truc où il faudrait prouver que ça en vaut la peine. Et il y a beaucoup ça aussi chez les enfants d'immigrés ou les immigrés eux-mêmes, où il y a un côté où il faut que tous les efforts qu'on a faits vaillent la peine. Donc, il faut qu'on réussisse
à l'école, il faut qu'on réussisse professionnellement. Il y a un truc comme ça de... Mes parents ont fait trop d'efforts pour que je fasse n'importe quoi. Donc ça, déjà, ça m'a beaucoup marqué, ce côté-là de faire quelque chose d'important de ma vie. Et après, dans mon humour, en fait, mes parents m'ont beaucoup raconté des anecdotes de l'exil, mais en étant très drôle, en rigolant. Et je pense que c'est une manière de rendre les choses acceptables aussi, en fait, de mettre du rire dedans, parce que quand les gens vous regardent constamment avec un regard tout triste, on n'a plus tant envie de communiquer. Donc je crois que eux, c'était quelque chose qui les mettait à l'aise de raconter ça avec humour, et c'est comme ça aussi que je me suis rendu compte qu'on pouvait parler de tout en humour. Si eux me parlaient de ça en humour, en fait... tout était possible, quoi. On va remonter dans le temps. Tu en parles beaucoup de cette fameuse frange que tu avais donc à 15 ans. Non. Ah, moi, je fouille. Je fouille. J'aimerais vraiment savoir quel souvenir gardes-tu de cette époque, lorsque tu avais 15 ans, justement. Ouais, je voulais... Ah, mon Dieu. Pourtant, tu en parles, c'est quelque chose que tu mets en avant en disant la fameuse frange. J'en parle, mais quand j'avais 15 ans, j'étais à fond... je crois que j'étais dans un personnage, mais j'y croyais quand même. Je voulais être un peu comme mes potes, blanches, avec les cheveux lisses, justement la frange. Je disais à tout le monde, j'écoute Bébé Brune, j'écoute... je sais plus ce que je disais, Arctic Monkeys, enfin bref, des trucs de rock, quoi. Et j'écoutais, et j'aime bien, j'écoute encore aujourd'hui, mais je disais à personne que en vrai, je m'ambiançais sur du Lincha chez moi et tout ça. Je crois que j'avais un peu honte de moi-même parce que c'était pas cool d'être une meuf noire, quoi. Moi, on m'a beaucoup dit t'es belle pour une noire, des choses comme ça, ou des gens qui m'ont clairement dit ah non mais moi en fait les noirs c'est pas mon type. Donc il y avait un truc comme ça de ah ok, donc être moi c'est pas bien, donc je vais essayer de l'être le moins possible. Et ouais, je m'assumais pas beaucoup à 15 ans, mais en même temps, je vivais des passions, quoi. J'ai toujours eu une passion pour la mode, pour le make-up, donc ça, je l'exprimais beaucoup. J'avais des bonnes notes à l'école, mais j'avais un peu honte d'être première de la classe, donc je faisais genre, je suis un peu rebelle. Enfin, une ado, quoi. Et si tu avais un conseil à donner à l'ancienne, à la jeune, la jeune Marie donc, de 15 ans, ce serait quoi pour l'avenir, en tout cas? De pas avoir honte de ce qu'elle aime. Ouais, d'assumer ce qu'elle aime, parce que toutes mes passions, je les ai toujours, et si j'avais assumé, je serais encore plus loin dedans aujourd'hui, quoi. J'ai fait un gros détour par les études de pharmacie, ça m'intéressait pas du tout. Moi, je voulais faire de la mode, mais je trouvais ça ridicule d'être intéressée par la mode. Et voilà, et puis même j'avais honte des chansons que j'écoute. Maintenant tout le monde est en mode ah le rap c'est trop bien, le R&B c'est trop bien. Ça en dit aussi long, mais c'est vrai que même en soi on n'est jamais trop bien accepté, que ce soit dans la communauté noire ou bien même en Occident. Il y a même cette caractéristique là, certes il y a le noir, mais aussi être une femme. Lorsqu'on se justement, est-ce que tu as été vraiment, tu as reçu on va dire des stéréotypes ou des perceptions pardon de la femme noire? Qu'est-ce qu'une femme noire? Est-ce que lorsqu'on sait danser, on est donc une bonne femme noire? Est-ce que si on parle même sa langue maternelle, est-ce que ça fait de nous vraiment Enfin, si on ne parle pas l'inverse, si on ne parle pas notre langue maternelle, est-ce que ça fait de nous vraiment une femme noire? Si on sait tresser, si on fait à manger, en vrai, tout ça, est-ce que ça t'a vraiment, on va dire, freiné par rapport à ton identité lorsque tu étais jeune? Ah ouais, moi ça m'a... En fait, c'était comme un casse-tête, quoi. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour être noire. J'avais l'impression qu'il y avait toute une liste de trucs qu'il fallait faire, de trucs qu'il ne fallait pas faire. Je me rappelle que quand j'étais petite, je lisais beaucoup, donc j'avais un vocabulaire assez riche. Et on me disait, ah oui, mais toi, t'es une bounty. Le fameux, donc blanche à l'intérieur, noire à l'extérieur, juste pour mon langage. Donc, genre, les personnes noires parlent mal. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Il y a tellement d'auteurs et d'autrices noires qui écrivent des choses formidables, donc ça n'avait aucun sens. J'avais mes frères à une époque où j'avais une bande de copines noires qui me disaient mais non, mais traîne pas trop avec des fatous et tout, c'est pas bien pour toi. Donc j'étais là genre ah donc
soit je suis pas assez noire, soit quand je traîne avec des personnes noires, en fait, il faut pas, soit, enfin, plein de trucs comme ça. Ouh, plein de trucs comme ça. Surtout qu'il y a beaucoup donc, de tabous autour aussi, ouais. que ce soit de consulter un psychologue, par exemple. Oh oui. Donc, par rapport à ça, dans ton spectacle, comment tu l'abordes? Ça, je l'aborde en disant justement que j'ai grandi en me disant toi, tu fais des trucs de blanc de toute façon. Donc, c'est le fameux cliché de la bounty. Et en fait, je parle de ma mère qui me regardait en me disant ah, tu vas à ton truc là? Comme si j'avais commencé un hobby bizarre, genre la céramique, quoi. Ah. Et c'est vrai, je disais vraiment comme si c'est genre, c'est son délire, c'est son truc à elle, c'est une originale. et donc, ouais, dans le spectacle, j'aborde ce truc-là en tant que personne noire, c'était encore plus étrange d'aller consulter. Mais bon, j'avais tellement l'habitude des injonctions et qu'on me dise que j'étais pas dedans, que je sois trop noire ou pas assez noire dans tous les cas. Que bon, j'ai tracé ma route, quoi. Mais En tout cas, tu en parles dans ton spectacle. Tu parles aussi donc des femmes, hein, mais Ouais. également de la santé mentale, donc aussi des hommes, où c'est vraiment Oui. assez tabou encore plus d'aller voir oh un là là, psychologue. oh là là. Donc je te ouais. propose qu'on regarde un extrait de ton one-man show. J'aime trop les gens face à la santé mentale, les hommes, quoi, sérieux. Tu sais, je vois des têtes de... Eh non, je suis un bonhomme. On parle pas de santé mentale, moi. Moi, je suis un lycéen suisse. C'est ça? Écoute, ici, on est des bonhommes. On fait pas de dépression ici, non. Y a pas de santé mentale, là. Moi, je suis solide. Tu sais comment il faut être solide pour parler de santé mentale sur scène? Comme ça. Ouais, c'était des ados qui étaient venus à la Scène Barbès, qui est un comédie club génial. Et en fait, je vois les réactions du public très vite quand je parle de santé mentale, s'ils sont ouverts à ça ou non. Et en fait, les ados, ils ont un truc de oh, c'est trop la honte quand on en parle. Et donc, du coup, je l'ai repris, genre non mais arrêtez de faire genre, c'est un truc de fragile de parler de santé mentale. Il faut être super fort pour l'assumer et demander de l'aide et tout ça, ça demande fou. Après, il y en a qui n'osent pas forcément parce que ils ont peur aussi, on connaît le phénomène du syndrome méditerranéen, de trois Méditerranéens. Ouais. Donc je vais arriver, et qui considèrent donc que dans le milieu médical, que les personnes qui sont noires ou nord-africaines, décuplent un peu leurs douleurs, leurs symptômes. Donc on ne se sent pas aussi considéré. Est-ce que toi, lorsque tu as fait tes séances au niveau de thérapeute, ou soit psychologie également, est-ce que toi aussi tu as ressenti qu'il y avait un manque de considération envers des personnes noires ou même des témoignages par rapport à ça? Je pense qu'il y a déjà il y a un manque de compréhension de notre fonctionnement. Rien que de notre lien à la famille, il y a quelque chose où on a un lien plus fort et une difficulté beaucoup plus grande à quitter... je sais pas, à désavouer les membres de notre famille, à critiquer nos parents, tout ça, il n'y a pas... dans le spectacle, à un moment, je dis, est-ce que vous avez déjà vu un noir dans Super Nanny? Non, mais c'est vrai, il y a ce truc-là où la psychologie, en tout cas française, est très basée sur ça, c'est de la faute de ta mère, ça, c'est de la faute de ton père, très influencée par Freud, tout ça. Et en fait, il y a un gros décalage sur nos existences, parce que moi, je dois à mes parents la vie parce qu'ils m'ont donné naissance, mais aussi parce qu'ils m'ont sauvé la vie en m'amenant en France. Donc, je ne peux pas non plus d'un coup dire non, mais fuck, ça y est, je m'en fous de tout. Donc, déjà, ça, c'est mal compris parce qu'ils le prennent un peu pour un truc de développement personnel, alors que c'est beaucoup plus fort. Et ensuite, il y a plein de trucs les femmes noires sont supposées être très fortes. Donc moi, comme je souris beaucoup et comme, je sais pas, parfois je dis j'ai trop de glow en fait. On me croit pas, je dois en faire des caisses pour montrer que ça va pas et le dire, ça ne suffit pas visiblement. Je sais qu'à l'hôpital psy, ils attendaient que je sois, je sais pas comment dire... que je brise une certaine armure ou un truc comme ça. Et moi, je me disais, mais je suis déjà là, en fait. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
Enfin, je m'écroule plus difficilement, je me dévoile plus difficilement, mais aussi parce que on n'a pas l'espace de s'écrouler dans la société. Enfin, une femme noire qui pleure ou une femme noire qui crie, ça va être quelqu'un d'agressif, ça va être quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, ça va être tout ça. Donc évidemment, oui, j'ai beaucoup plus de masque social et de self-control que d'autres personnes blanches qui vont être crues plus rapidement quand elles vont parler de souffrance, quoi. Et ça joue aussi dans le domaine psy. Et est-ce que tu es en collaboration donc avec des psychologues ou des associations pour un peu sensibiliser sur le sujet ? En général, alors, je ne l'ai pas encore mis en place, mais j'y pense. En tout cas, je suis très copine avec Jessica Galante qui a l'Insta qui s'appelait avant Happiness Therapy. Maintenant, elle a changé le nom, c'est Thérapie pour Mélanie Ness. Et elle parle de la santé mentale des femmes noires en particulier. Il y a aussi l'association Mémoire traumatique et victimologie qui a été co-créée par Sorna Fall, qui est une femme noire, et avec qui j'adorerais faire des projets parce que c'est une thérapeute formidable. Et en fait, j'aimerais beaucoup mettre en avant des approches qui permettent de comprendre la santé mentale des personnes noires, mais à la fois de s'autoriser à y avoir accès, mais aussi de la part des thérapeutes de se remettre en question. Ah oui. Et de comprendre des questions de racisme, parce que pareil, tu vas voir un thérapeute, tu lui parles de racisme. Si c'est un thérapeute blanc qui ne comprend pas ces problématiques-là, il va dire « essayez peut-être de vous calmer, essayez peut-être de ne pas faire attention ». En fait, non, enfin, c'est tous les jours, partout, quoi. Donc, voilà. Mais en parlant de collaboration, tu as aussi ton meilleur ami du stand-up, parce qu'on arrive bientôt vers la fin de l'émission. Le double. Ah ouais, double meilleur ami du stand-up. Donc, qui dit bientôt fin d'émission, dit coup de projecteur. Ouais. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur lui ? C'est Noam Zinsot. Noam Zinsot. Qu'est-ce qui fait que votre duo fonctionne comme ça ? Ce qui fait que notre duo fonctionne comme ça, c'est que déjà, il est super drôle. C'est une superstar, Noam. Donc j'adore. On est dans les mêmes excès et en même temps, il a beaucoup de sensibilité. En fait, c'est un humoriste qui fait aussi de la danse, du voguing, qui est aussi poète. Et donc, il a une palette artistique qui est hyper large. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'il est capable de passer d'un fou rire à quelque chose qui nous émeut énormément. Et en fait, moi, c'est ça que j'adore dans l'art, c'est la possibilité de faire des montagnes russes d'émotions. Et Noam, il est parfait pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est mon metteur en scène aussi. Ah, la bonne paire. Ouais. Mais on fait aussi surtout beaucoup de bêtises ensemble. C'est ça. D'ailleurs, ça a beaucoup fait parler là, en sujet au niveau de l'actualité. Vous avez fait une vidéo ensemble sur Jean-Marie Le Pen, justement. Je te propose de voir l'extrait. Le mec est dead. Vous êtes si bête NBI ? On devrait faire 1 minute de silence. C'est bon. Rappelons que ce cher Jean-Marie avait un œil de verre. C'est pour quoi faire ? C'est pas pour voir, je crois que c'est pour... Zoomer. Une pensée émue pour Marine Le Pen ? Je cherche l'émotion. Est-elle dans la pièce avec nous ? Peut-être qu'elle est partie fumer. L'immigration, les épices. Attention, faut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Oh là là, il y a des gens qui ont célébré la mort d'Alain Delon. Et maintenant, Jean-Marie Le Pen. Alain Delon est mort ? Oui. Ah bon ? Oui. Ils ont pas assez célébré, alors donc j'étais pas au courant. Quoique, est-ce que c'est pas ça le secret de la vie ? Peut-être. Être raciste. En tout cas, ils ont beaucoup de rides, quoi. T'es laid ? C'est pas le secret du glow. C'est le secret de la longévité. T'es laid ? Mais tu dures. Tu es laid long. Tu es laid longtemps. Mais ce n'est pas bien de rire de la mort de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé de faire cette vidéo ? C'est si mal. Oh, non, mais... On a fait une sortie de route, on sait pas. Non mais enfin...
Moi, ça me dépasse, autour de ça. Que les gens soient plus occupés à dire qu'il ne faut pas rire de sa mort ou pas la célébrer que à regarder ce qu'il a fait réellement. Parce que quand on regarde, il est coupable, il est impliqué dans tellement de génocides et de guerres. On a retrouvé un couteau gravé à son nom avec une croix gammée. Enfin, il y a un moment, ça va quoi. Non, mais réellement, je crois qu'on peut rigoler. Il est déjà mort de toute façon, qu'est-ce que ça va lui faire? Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là pour cette année 2025? Quels sont tes projets à venir? Est-ce qu'il y a un nouveau spectacle qui est en cours? Le spectacle continue, le spectacle Trop drôle pour mourir, qui continue au Théâtre Le République. On va reprendre le 8 mars. Donc symboliquement, c'est important pour moi. Donc on peut me souhaiter le succès de ce spectacle. On te le souhaite. J'ai aussi commencé l'écriture d'un livre, donc on me souhaite d'être assidue dans l'écriture et de pouvoir le sortir. Et puis voilà, beaucoup de bonheur pour moi, pour mes amis, pour la diaspora, moins de racisme en France. On l'espère. Ouais. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir, ma Marie, que tu sois venue dans le plateau de Comic Afrique. Merci. Et nous, on se retrouve très bientôt sur Global Africa Télé Sud.